L'audience en appel du président Laurent Gbagbo s'est tenue ce vendredi 26 octobre 2012. Voici en intégralité la décision du juge Sanji Nasenono Munangang. Before I deliver a summary of the judgment on the appeal, may I ask the participants to introduce themselves for the record, beginning with the Office of the Prosecutor. Good afternoon, Your Honor. The Office of the Prosecutor this afternoon is represented by Merichel Rege and Reinhold Kalmetzer. Thank you. May I now turn to the defense and ask you to introduce yourselves, sir. Merci, Madame le Président. Permettez-moi de vous présenter Maître Fovo Ivanovic du barreau de Paris, Jennifer Naouri, qui est assistant légal et qui est à côté de moi, et derrière nous, Gaël Buchet, case manager. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseil du président Gbagbo. Thank you very much. And for the record, I'm Judge Sanji Monacheng, the presiding judge in this appeal. And here is the summary. This afternoon, I shall summarize of the appeals chamber on the appeal of Mr. Gbagbo. Interjeté par M. Gbagbo contre la décision de la Chambre préliminaire 1 du 13 juillet 2012, qui a rejeté sa demande de liberté provisoire. Je tiens à souligner que seul l'arrêt qui sera déposé et notifié aux parties et participants dans peu de temps fait foi et non le présent résumé. Avant d'aborder le fond de l'appel, je vais brièvement faire un rappel des faits de la procédure qui a précédé l'appel. Le 13 juillet 2012, la Chambre préliminaire 1, qui, au fin du procès-verbal, sera soulignée comme étant la PTC 1, a rendu sa décision relative à la requête de M. Gbagbo aux fins de liberté provisoire, décision qui a conclu ce qui suit. Petit 1. Toutes les dispositions relatives à la détention telles que énoncées à l'article 58, paragraphe 1, B, petit I, A, petit 3 sont satisfaites et que le maintien de la détention de M. Gbagbo demeure nécessaire. 2. Aucune autre mesure que les détentions ne suffirait à atténuer les risques. Et, petit 3, que la liberté provisoire ne peut être ordonnée sur la base des conditions de santé de M. Gbagbo qui ont été alléguées. Le 23 juillet 2012, M. Gbagbo a déposé sa notification d'interjeté appel de la décision de la Chambre préliminaire 1, suivi peu après par son document à l'appui de l'appel, dans lequel il soulève 4 moyens d'appel. Le 21 août 2012, le procureur a déposé sa réponse au document à l'appui de l'appel, dans laquelle il soutient que les 4 moyens d'appel devraient être rejetés. Je vais à présent aborder le fond de l'appel tel que l'a analysé la Chambre d'appel en me penchant sur chaque moyen assorti des conclusions qu'elle a tirées sur chacun d'eux. Premier moyen d'appel. Dans son premier moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire 1 a appliqué un critère erroné en rendant sa décision sur sa requête aux fins de liberté provisoire. Il avance que le fait que la Chambre préliminaire prenne comme point de départ la décision relative au mandat d'arrêt
et qu'elle se réfère aux critères portant sur l'évolution des circonstances est une indication qu'elle a appliqué un critère incorrect portant ainsi atteinte à la décision dans son entièreté. En réponse, le procureur fait valoir que, nonobstant la référence que fait la Chambre à l'évolution des circonstances, lorsqu'elle évoque le critère de réexamen, la Chambre a néanmoins entrepris, dans la décision attaquée, un nouvel examen des circonstances tel que l'exige l'article 60, paragraphe 2. La Chambre d'appel s'est préalablement prononcée sur la différence qui existe entre le critère de réexamen pour une décision rendue au titre de l'article 60, paragraphe 2 du statut, et celle rendue au titre de l'article 60, paragraphe 3 du statut. Au titre de l'article 60, paragraphe 2, c'est une décision, entre parenthèses, de novo, dans laquelle la Chambre préliminaire doit déterminer si les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1 sont réalisées. A contrario, dans une décision rendue au titre de l'article 60, paragraphe 3, la Chambre de première instance procède à un réexamen de la décision de maintien en détention qui a été rendue préalablement et peut alors modifier sa décision de liberté provisoire ou de maintien en détention si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. La Chambre d'appel note que la décision attaquée est la première décision qui a été rendue relative à une requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par M. Gbagbo, et de ce fait, la Chambre se devait d'examiner de nouveau si les faits justifiaient le maintien en détention. La Chambre d'appel observe cependant que dans une partie de la décision qui résume le droit applicable, la Chambre préliminaire a commis une erreur dans l'application du critère qui fait référence à l'évolution des circonstances. Et je cite, l'évolution des circonstances. Fin de citation. La Chambre d'appel considère que, nonobstant cela, la Chambre préliminaire a effectué un nouvel examen des circonstances à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées. La Chambre d'appel note tout particulièrement qu'à la fin de son examen, la Chambre préliminaire a déclaré que, et je cite, « être convaincue que toutes les conditions pour le maintien en détention énoncées à l'article 58, paragraphe 1, alinéa B, petit i à petit 3, sont réalisées et que le maintien en détention de M. Gbagbo s'avère nécessaire. » Fin de citation. L'utilisation du présent de l'indicatif dans la décision et l'absence de référence à l'évolution des circonstances dans l'examen entrepris confirment que la Chambre préliminaire a effectivement effectué un nouvel examen. En outre, la Chambre d'appel estime que les facteurs qui sous-tendent la décision relative au mandat d'arrêt peuvent être les mêmes que ceux qui sont énoncés dans une décision rendue au titre de l'article 60, paragraphe 2 du statut. Ainsi, dans une décision au titre de l'article 60, paragraphe 2, une chambre préliminaire peut faire référence à une décision relative au mandat d'arrêt sans que cela ne porte atteinte à la nouvelle décision de la Chambre. Ainsi, l'argument de M. Gbagbo au titre de ce moyen d'appel doit être rejeté. Ce qui concerne le deuxième moyen d'appel, M. Gbagbo soulève plusieurs arguments concomitants et qui se chevauchent, lesquels, à des fins de clarté, seront regroupés en deux catégories. Petit a,
argument portant sur l'allégation selon laquelle la chambre préliminaire n'a pas suffisamment motivé sa décision. Et petit b, les arguments selon lesquels les conclusions factuelles de la chambre préliminaire seraient erronées. En ce qui concerne le fait que la décision ne soit pas motivée, la Chambre d'appel se doit de déterminer si les moyens énoncés dans la décision attaquée indiquent de manière suffisamment claire ce sur quoi se fonde la décision. Dans le cas d'espèce, la Chambre d'appel observe que très peu de raisons ont été avancées. La Chambre préliminaire n'a notamment pas énoncé dans les détails la manière dont elle a analysé les éléments de preuve qui lui ont été communiqués et comment elle a abouti à ses conclusions factuelles. Néanmoins, et malgré ces lacunes, la Chambre d'appel estime que la décision attaquée ne comporte pas tant que cela une absence de motivation au point que l'on puisse dire que la Chambre préliminaire n'a pas respecté son obligation de rendre une décision motivée. Ceci en raison du fait que l'on peut toujours comprendre le cheminement qui a amené la Chambre préliminaire à tirer ses conclusions, notamment si les motifs énoncés dans la décision attaquée sont lus à la lumière des éléments de preuve dont il est fait référence dans les notes de bas de page et dans les écritures soumises par M. Gbagbo et le procureur. On comprend clairement les conclusions de la Chambre préliminaire et également sur quelle base elles ont été prises. Ainsi, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de M. Gbagbo selon lequel la Chambre préliminaire n'a pas respecté son obligation de rendre une décision motivée. En ce qui concerne l'exactitude des conclusions factuelles de la Chambre préliminaire, la Chambre d'appel rappelle le critère d'examen qu'elle a défini en ce qui concerne les erreurs de fait. En ce sens qu'elle n'interviendra que lorsqu'il y a manifestement une erreur ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer comment la Chambre a pu tirer ses conclusions sur la base des éléments de preuve à sa disposition. Un simple désaccord avec les conclusions de la Chambre préliminaire ou avec le poids qu'elle accorde à certains faits ne suffit pas à établir une erreur manifeste. Dans le cas d'espèce, M. Gbagbo remet en cause les conclusions factuelles de la Chambre préliminaire portant sur chaque point de l'article 58, 1b. La Chambre préliminaire a tout d'abord conclu que la détention était justifiée sur la base de l'intention de M. Gbagbo de prendre la fuite, du fait des lourdes charges qui pèsent sur lui et qui pourraient aboutir à une longue peine de prison. Ses motivations politiques, la disponibilité de fonds pour prendre la fuite, les contacts sur le plan international et le réseau de sympathisants. Sur chacune des conclusions avancées, M. Gbagbo a soulevé des arguments. La Chambre d'appel n'est cependant pas convaincue par ces arguments en ce qu'ils ne démontrent pas une erreur manifeste commise par la Chambre préliminaire dans sa décision. Au fin de ce résumé, je n'aborderai que deux des arguments invoqués. Tout d'abord, M. Gbagbo soutient que le raisonnement de la Chambre de première instance relative à la gravité des charges s'applique à tout suspect devant la Cour et par conséquent aboutit à une présomption irréfragable. De l'avis de la Chambre d'appel, le fait de se fonder sur la gravité des charges et la longue peine de prison qui peut en découler
sont des facteurs pertinents pour rendre des décisions sur la liberté provisoire et ne créent pas de présomption irréfragable. Ce qui est important, c'est de savoir si un facteur donné existe par rapport à la personne détenue. En la matière, il ne fait aucun doute que les charges retenues contre M. Gbagbo, telles que les crimes contre l'humanité que sont le meurtre, le viol et les autres formes de violence sexuelle, sont des crimes graves qui pourraient aboutir au prononcé d'une longue peine de prison s'il est condamné. Le fait que les charges puissent être également graves par rapport à certains ou tous les suspects devant la Cour est sans pertinence. Car même si cela était le cas, cela ne fait pas oublier que les charges retenues contre M. Gbagbo sont graves. Deuxièmement, M. Gbagbo soutient, en ce qui concerne ses ressources financières, il soutient que ces maigres avoirs ont été gelés. La Chambre d'appel fait remarquer néanmoins que, contrairement à cette affirmation, la Chambre préliminaire a reçu des éléments de preuve indiquant qu'il y avait des avoirs appartenant à M. Gbagbo ou à sa femme qui n'avaient pas encore été gelés. Au vu de l'existence de tels avoirs, il n'était donc pas déraisonnable pour la Chambre préliminaire de déduire que M. Gbagbo pouvait avoir éventuellement d'autres avoirs dont la Cour ne connaîtrait pas l'existence, comme cela avait été argumenté d'ailleurs devant la Chambre préliminaire par le procureur. Pour ce qui est maintenant des constatations de la Chambre préliminaire, au titre de l'article 58, alinéa 1, petit 2, la Chambre a constaté que le maintien en détention de M. Gbagbo était nécessaire afin de garantir qu'il ne fasse pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni ne compromette celle-ci. La Chambre a basé cette constatation sur l'existence d'un réseau de sympathisants. Sur la motivation de M. Gbagbo aux fins de faire obstacle à l'enquête portant sur les crimes allégués et sur le fait qu'il est parfaitement au courant des éléments de preuve réunis contre lui. M. Gbagbo a soulevé différents arguments portant sur les trois aspects de la constatation de la Chambre préliminaire. Mais là encore, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments présentés, étant donné qu'ils ne démontrent pas manifestement d'erreur dans la décision de la Chambre préliminaire. Par exemple, M. Gbagbo soutient que rien n'étaye les constatations de la Chambre selon lesquelles il a l'intention de faire obstacle à l'enquête diligentée contre lui, mais ceci. Et la Chambre d'appel rappelle que, pour étayer sa constatation, la Chambre préliminaire a fait référence à une autre constatation, l'intention que pourrait avoir M. Gbagbo de s'enfuir et les ressources qu'il pourrait avoir pour le faire, y compris la motivation politique allant dans ce sens. La Chambre d'appel considère que l'intention de prendre la fuite et l'intention de faire obstacle ou de compromettre l'enquête en cours ont le même objectif final. En effet, toutes deux visent à éviter un procès ou au moins à éviter que le procès soit fondé sur des éléments de preuve pertinents. Donc, les constatations, pour ce qui est de l'intention de s'enfuir et l'intention de faire obstacle ou de compromettre l'enquête diligentée,
était fondé sur des éléments de preuve qui se chevauchaient. Il aurait certes été préférable que la chambre préliminaire soit plus explicite, mais néanmoins, les arguments de M. Gbagbo selon lesquels la constatation de la chambre préliminaire était infondée n'est pas convaincant. De même, la chambre d'appel considère que les arguments de M. Gbagbo présentés au titre de l'article 58 alinéa 1 petit b petit 3, selon lequel les constatations de la chambre préliminaire ne sont pas étayées par des éléments de preuve, est aussi un argument qui ne les persuade pas. Et à ce fait, la chambre préliminaire affirme que le maintien en détention de M. Gbagbo semble nécessaire et est nécessaire afin d'éviter que les crimes allégués ne continuent à être commis ou que des crimes connexes soient commis, sachant que ces partisans souhaitent ce retour au pouvoir. Et cette information a d'ailleurs été étayée par la déclaration d'un témoin. Il convient donc de rejeter ce deuxième moyen d'appel de M. Gbagbo. Maintenant, pour ce qui est du troisième moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la décision de la chambre préliminaire, en ce qui concerne sa libération sous condition, n'est pas fondée en droit. En fait, M. Gbagbo soutient que la chambre préliminaire n'a pas examiné en détail les conditions de libération proposées par l'État en question. La chambre d'appel a déjà déterminé que lorsqu'elle examine une demande aux fins de libération provisoire, si un ou plus des risques qui sont énoncés au titre de l'article 58 alinéa 1b existent, ce qui est le cas en l'espèce, la chambre préliminaire, néanmoins, peut avoir recours à son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d'une libération provisoire. Mais cette discrétion doit être exercée judicieusement et en reconnaissant que ce qui est en jeu ici, c'est la liberté personnelle d'un individu. Donc, lorsque un État a proposé d'accepter un détenu et de mettre en œuvre certaines conditions, la chambre préliminaire doit envisager une mise en liberté sous condition. En l'espèce, la chambre préliminaire n'a pas négligé la proposition de l'État en question, mais on a pris bonne note. Cela dit, malgré ces propositions, la chambre préliminaire a rejeté la demande aux fins de liberté sous condition de M. Gbagbo, étant donné que, de son avis, aucune condition ne pourrait atténuer les risques identifiés. Ayant rejeté la possibilité d'une libération sous condition, la chambre d'appel conclut que la chambre préliminaire n'était pas obligée de donner suite aux propositions de l'État en question. Les arguments présentés au titre de ce moyen d'appel sont donc rejetés. Pour ce qui est de son quatrième moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la chambre préliminaire s'est fourvoyée lorsqu'elle a décidé qu'un état de santé précaire ne peut pas justifier une libération provisoire. Comme l'a fait remarquer la chambre préliminaire, dans les textes juridiques de la Cour, il n'est pas prévu de libération provisoire ou de libération sous condition pour une personne, pour un détenu, pour raison de santé. Néanmoins, la chambre d'appel considère que des raisons médicales peuvent jouer un rôle dans les décisions prises à propos d'une libération provisoire, et ce,
de deux façons différentes au moins. Tout d'abord, l'état de santé d'un détenu peut avoir des conséquences sur les risques prévus à l'article 58, alinéa 1b du statut. Par exemple, sur sa capacité à s'évader, à s'enfuir, l'état de santé pouvant potentiellement annuler ces risques. Deuxièmement, l'état de santé d'un détenu peut motiver l'octroi par la chambre préliminaire d'une libération provisoire sous condition. Pour ce qui est de la décision attaquée, la déclaration de la chambre préliminaire selon lesquelles la Cour, dans ses textes juridiques, ne prévoit pas de libération en cas de santé chancelante d'un détenu est une déclaration qui est correcte en tant que telle. Néanmoins, cette déclaration oublie de mentionner les répercussions éventuelles des raisons médicales sur les risques tels qu'ils sont identifiés au titre de l'article 58, alinéa 1b du statut. Et à cet égard, il convient de noter que dans ses écritures devant la chambre préliminaire, M. Gbagbo a présenté son état de santé comme étant un moyen différent justifiant sa libération et pour ce qui est de son aptitude à être jugé. M. Gbagbo, d'ailleurs, présente ces arguments, mais sans les relier à l'article 58, alinéa 1b du statut, ou à la question de libération sous condition. Lorsque la conclusion de la chambre préliminaire, lorsqu'elle est comprise dans ce contexte, n'était pas finalement une conclusion catégorique en droit, mais une réponse directe aux écritures de M. Gbagbo. De plus, étant donné que lorsque la décision attaquée a été rendue, la santé et l'aptitude éventuelle de M. Gbagbo à être jugé étaient des points qui étaient considérés au titre de la règle 135 du règlement de procédure et de preuve dans le contexte de la procédure en cours. Et la Chambre d'appel considère donc, au vu de ces circonstances, que toute décision prise par la Chambre préliminaire sur la libération de M. Gbagbo ou sur le maintien en détention de M. Gbagbo en se fondant sur des raisons médicales aurait été prématurée. La Chambre d'appel considère donc que la Chambre préliminaire ne s'est pas fourvoyée lorsqu'elle n'a pas pris en compte les raisons médicales en l'espèce. Et donc, ce moyen d'appel doit aussi être rejeté. En conclusion, la décision attaquée est donc confirmée, étant donné qu'elle n'est entachée d'aucune erreur matérielle. Et donc, cet appel est rejeté. Madame le juge Utsatska dépose une opinion dissidente. En effet, d'après elle, la décision attaquée n'est pas conforme aux critères requis pour toute décision motivée portant détention. Elle préférerait renverser la décision attaquée et renvoyer donc la demande de mise en liberté provisoire de M. Gbagbo à la Chambre préliminaire 1 pour qu'elle réétudie l'affaire. De plus, le juge Kouroula, lui, se rallie à la majorité pour rejeter les moyens d'appel 1, 3 et 4. Il est aussi d'accord avec la conclusion de la majorité en ce qui concerne l'article 58, alinéa 1, B1 du statut, au titre du deuxième moyen d'appel. En revanche, il s'écarte de la décision majoritaire pour ce qui est du reste de ce moyen d'appel. Portant sur
c'est-à-dire les constatations au titre de l'article 51, petit alinéa 1, B, petit 2 et petit 3 du statut. Il aurait renvoyé cette évaluation au titre de ces deux alinéas à la chambre préliminaire pour réexamen. Je vous remercie. Avant de terminer cette séance, je tiens à remercier les représentants du bureau du procureur, ainsi que l'équipe de la défense, et bien sûr toutes les équipes de la Cour. Et je n'oublie pas bien sûr nos interprètes. Je vous remercie. Cette audience est maintenant terminée.